Mes chers amis, bien bonjour. Créature pétrifiant en un seul regard, Méduse est l'une des créatures, l'un des monstres mythologiques les plus connus de la mythologie grecque. Au-delà de l'aspect monstrueux et mythologique de la figure de Méduse, le mythe soulève quelques questions, notamment autour du rite initiatique par rapport notamment au mythe de Persée. Et dans cet épisode, nous allons aborder justement, premièrement, les mythes de Persée et de Méduse, mais également, on va dire, cette forme de rite initiatique que l'on peut voir notamment au travers du rite de Persée, mais également d'autres problématiques qui peuvent toucher le mythe de Méduse lui-même. Quand on cherche à aborder le mythe de Méduse, il est difficile de ne pas aborder le sujet des Gorgones de façon générale. Fils de Phorcys et de Céto, qui sont des créatures marines, et vivant selon les historiens et selon, on va dire, les versions données, dans une région que l'on situe proche de l'extrême occident, Méduse avait également deux sœurs, Théno et Euryale, qui, contrairement à Méduse, qui était mortelle, ces deux sœurs étaient immortelles. Selon les versions qu'on va trouver et selon les versions, on va dire, que l'on peut citer, il existe plusieurs, on va dire, mythes et théories autour de la naissance de Méduse. Certains diront qu'elle est née mortelle, donc qu'elle est née sous forme humaine et normale, et d'autres au contraire qu'elle est née sous forme monstre. Dans la version où elle est née sous forme humaine, à la base, Méduse est transformée en monstre par la suite à une faute qu'elle a commise, suite à un affront qu'elle a commis envers la déesse Athéna. Selon ce fameux mythe, selon cette fameuse version, Méduse était une femme magnifique, avec une chevelure que tout le monde lui enviait. Sa beauté a attiré l'attention de Poséidon, qui, comme beaucoup de dieux grecs, ne pouvait pas résister à une belle femme, et ce dernier, ne pouvant pas tolérer qu'une femme se refuse à lui, décida de violer tout simplement la jeune fille dans le temple d'Athéna, au sein du temple d'Athéna dans lequel elle s'était réfugiée. Athéna, qui, on le sait tous, est une déesse vierge, est une déesse, on va dire, qui est extrêmement difficile et dure, rentre dans une colère noire et décide de punir Méduse en la transformant en monstre reptilien, avec des cheveux en serpent qui s'entremêlent, un regard qui pétrifie et un aspect monstrueux. C'est du moins l'une des versions les plus connues que l'on connaît de ce mythe. Il en existe d'autres, mais c'est celle que l'on retient bien plus souvent. Ce châtiment peut paraître quelque peu dur, mais dans la Grèce antique, cela soulève, on va dire, une réalité qui était là, c'est que non seulement le fait de se faire violer au sein d'un temple est considéré comme une impureté et quelque chose, on va dire, de répréhensible, mais il y avait une autre thématique autour de ça, c'est-à-dire que n'était pas forcément admis dans les temples, notamment le fait d'accoucher dans les temples était interdit, mais aussi les femmes qui étaient en moment indisposées n'étaient pas forcément les bienvenues. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui a un rapport avec le sang et la souillure, en fait, était totalement interdit au sein d'un temple, et c'est notamment pour cela que Méduse a été punie. On peut y voir cette problématique-là. Concernant l'apparence de Méduse dans les représentations, il va exister plusieurs aspects. Les aspects dans lesquels elle va être représentée les premiers temps, surtout en Grèce, et ça va être valable pour les Gorgones en général et pas forcément pour Méduse en elle-même, on va les représenter, avec les cheveux, bien sûr les cheveux en serpent, mais également avec des dents, on va dire, extrêmement proéminentes, des dents de sanglier, j'ai pu voir dans des bouquins, des ouvrages, des dents de sanglier, de vampires, peu importe, et avec des ailes, de la barbe, ou ce genre de trucs, bref, un aspect assez grotesque, dans le but de faire peur. Et si on regarde bien les représentations des Gorgones en Grèce, c'est exactement un peu ça, c'est vraiment un aspect grotesque, presque on va dire, un peu exagéré, dans le but de faire peur, dans le but un peu d'effrayer. Au fur et à mesure du temps, et ça sera surtout visible au temps des Romains, on va représenter Méduse, notamment, plus avec un aspect humain
qu'a un aspect, on va dire, un aspect repoussant. On va la représenter avec, certes, ses cheveux de serpent, mais on va pas la représenter sous un aspect grotesque comme on aurait pu le voir chez les Grecs. Cet aspect grotesque, d'ailleurs, peut être vu comme une espèce d'un aspect chimérique, au sens où on va prendre diverses caractéristiques un peu monstrueuses, un peu fantasmées, pour pouvoir faire peur, pour pouvoir inciter peut-être à une forme d'exagération. Le mythe de Méduse est extrêmement lié également à un autre mythe qui est le mythe de Persée, qui est l'un des héros, on va dire, les plus mythiques de la Grèce antique. D'origine argienne, Persée est le fils du seigneur des dieux olympien Zeus et d'une mortelle Danaé, qui était une princesse. Elle était la fille d'Acrisios, qui était un roi. Son père, donc le père de Danaé, a été informé par des oracles, et c'est selon le mythe, qu'on se comprenne bien, que le fils qui naîtrait de sa fille, en fait, finirait par le tuer. Ça doit vous rappeler peut-être le mythe de Cronos, où le fils était censé détrôner le père. Mais ça, c'est une thématique qui revient assez souvent. Acrisios, prenant peur de cette annonce, décide en fait, puisque c'est sa fille qui va être à l'origine de sa chute, entre guillemets, enfin la progéniture de sa fille, décide d'enfermer cette pauvre jeune fille dans une tour. Zeus, alors intéressé par la jeune fille et ému certainement, on peut le supposer, on peut fantasmer de sa condition, décide de s'intéresser à elle et décide d'en faire, on va dire, une de ses maîtresses, si on peut dire ça ainsi. Pour conquérir la jeune fille, ce dernier va redoubler un petit peu d'imagination, il va se changer en puits d'or et ainsi, par ce biais-là, aider à concevoir Persée, on peut dire ça ainsi. De cette union peu conventionnelle naquit, bien évidemment, le petit garçon, et le grand-père qui s'aperçoit un peu de la condition de sa fille, mais ne le prend pas forcément aussi bien qu'on pourrait l'imaginer, puisque on lui a annoncé que c'était son petit-fils qui allait le détrôner et le tuer. Décide tout simplement de se débarrasser de l'enfant et de la mère. Et comment ce dernier s'en débarrasse? Tout simplement en les enfermant dans un coffre en bois et en les jetant à l'eau, pensant que la mère ferait son œuvre. Fort heureusement, et ça c'est toujours selon le mythe, les deux atterrirent à Sériphos où ces derniers sont recueillis et durant plusieurs années, la mère et le fils se vont écouler des jours heureux. La mère, étant, on va dire, recueillie, accueillie, tout ça, et son fils va grandir, va gagner en beauté et en force, et donc, on va dire, va se distinguer par ses caractéristiques dans un premier temps. Toutefois, cette pauvre Danaé va être, on va dire, l'objet de désir du roi local, Polydectès, et ce dernier, très certainement, veut donc l'épouser. Sauf que le fils de Danaé est très protecteur envers sa mère, et que, vu que le roi en question est un personnage probablement pas très recommandable, ce dernier va essayer de retarder l'échéance autant qu'il est possible. Au cours d'un banquet, Persée lance d'ailleurs un défi, lance un pari, qui est probablement pas vantardise, on peut le supposer, on peut s'imaginer la scène, qui est de ramener la tête de la Méduse au roi. Notamment aussi peut-être pour prouver sa valeur en tant qu'homme. Le roi accepte, bien évidemment, vous vous en doutez. Il le laisse aller en sachant que tous ceux qui ont essayé de combattre Méduse ne sont jamais revenus. Donc il savait très bien que si le fils partait, il pouvait épouser sa mère et basta. Sauf que ce que ce fameux souverain n'avait pas anticipé, c'est que Persée était le fils d'un dieu. Pas seulement d'une mortelle, mais d'un dieu. Et il va bénéficier de l'appui des dieux. Il va bénéficier notamment l'appui de deux dieux en particulier, qui vont être Hermès et Athéna. Les deux vont lui porter secours, vont lui fournir de quoi, en fait, combattre la Méduse d'une certaine manière. Les deux vont l'orienter, vont le soutenir justement dans son entreprise. Ces deux divinités, et notamment Hermès, vont l'orienter dans un premier temps vers les grès. Les grès, ce sont des créatures relativement repoussantes,
selon, on va dire, les mythes et selon les représentations, car ce sont 3 vieilles femmes, premièrement, et deuxièmement, elles se partagent à elles 3 un œil et une dent. Donc voilà un peu comment on les représente. Et les Grées, pour ne rien arranger, sont également sœurs des Gorgones. Donc, on va dire, toute la famille va un peu y passer, quoi. Les Grées vont, on va dire, à contre-cœur, orienter Persée vers le chemin des Neufs, afin que celui-ci puisse obtenir l'équipement qu'il lui faut. On orientait les Grées, on l'oriente vers les Grées dans un premier temps pour qu'on lui dise qu'est-ce qu'il lui faut et où il faut aller. Et ces dernières, probablement, on imagine un peu la scène, tant bien que mal vont essayer de l'orienter dans le chemin qu'il faut. Et puis vu qu'il a l'appui des dieux, valait mieux pas trop non plus rigoler avec ça. Les nymphes vont, sachant d'où il vient, sachant qui il est, vont lui fournir un certain équipement afin qu'il aille combattre la Méduse, afin qu'il puisse faire sa quête. Elles vont lui fournir, dans un premier temps, deux accessoires, 2 équipements qui ne sont pas des moindres. Elles vont lui confier une paire de sandales ailées qui peuvent être équivalentes à celles de Hermès, on peut se l'imaginer, et le casque d'invisibilité d'Hadès. Donc déjà, deux choses qui sont pas, on va dire, négligeables. Les 2 divinités qui soutiennent Persée, Hermès et Athéna, vont également lui fournir des armes. Pas de l'équipement, mais des armes. Hermès va lui fournir, alors selon les versions, une faucille ou une serpe, selon les versions que les historiens vont mettre en avant et les sources qui disposées, ça va être les 2. Le but étant de pouvoir couper la tête de la Méduse sans pour autant, on va dire, galérer trop. Et Athéna va lui confier également un bouclier, donc un égide, qui a été extrêmement poli de sorte à ce qu'on puisse se refléter à l'intérieur. Et tout le monde connaît un peu la suite de ce qui va se passer avec ce fameux bouclier, mais justement c'est dans ce but-là, c'est pour éviter que Persée soit pétrifié s'il doit regarder la Méduse en fait. Donc c'est pour ça qu'on lui confie ce genre d'équipement. Persée parvient à gagner le pays des Gorgones et à s'introduire dans l'antre de ces dernières. Selon les versions que l'on va trouver, selon les versions que les historiens vont mettre en avant, on souligne la présence des 2 sœurs Gorgones de Méduse, et dans l'autre, bizarrement, ne sont pas mentionnées. Dans la version où les sœurs sont présentes, on souligne que ces dernières sont endormies. Donc autrement dit, qu'elles montent la garde, mais qu'elles ne font pas correctement leur travail. Et dans d'autres, elles n'y est pas. Toujours est-il que, pour s'introduire dans l'antre des Gorgones, Persée a recours au casque d'invisibilité d'Hadès afin de ne pas être repéré, bien entendu. Et profitant du fait que Méduse soit endormie, il en profite pour couper la tête de cette dernière et ainsi pouvoir gagner son trophée en toute tranquillité. De cette décapitation naissent 2 créatures. Ces 2 créatures sont bien entendu nées, la semence, on va dire, du viol entre Poséidon et Méduse. Et ces dernières sont le cheval et les Pégases, qu'on retrouve un peu dans toutes les représentations et dans la culture populaire actuelle, mais aussi le géant Chrysaor. Méduse étant morte, Persée peut donc repartir vers les îles de Séryphos afin, on va dire, de montrer comme quoi il n'est pas un menteur et qu'il a réussi son défi. Sur le chemin, et les historiens situent, on va dire, cette région autour, on va dire, de la région de la Libye, ce dernier rencontre Andromède qui le sauve d'un destin assez tragique, c'est-à-dire que cette dernière était vouée à être dévorée, à être sacrifiée à une créature marine. Je fais bain basse sur ça très volontairement parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais bon, je le mentionne quand même pour des questions, on va dire, d'exactitude au niveau du mythe, mais sachez que tout ce qui est autour d'Andromède n'est pas le sujet. Donc, il sauve la jeune femme, il épouse, arrivé à Séryphos, il en profite pour faire en sorte de dire au roi de laisser sa mère tranquille, et ainsi pour pouvoir pour que cette dernière soit, on va dire, pas obligée d'épouser cet individu. Sur place, il restitue bien entendu les cadeaux qu'on lui a offerts, donc l'équipement, mais aussi il restitue surtout le bouclier d'Athéna et il offre en offrande à cette dernière la tête de la Méduse. Cette fameuse tête sera
intégrée justement à l'égide d'Athéna. Donc c'est cette tête que vous pouvez voir des fois apparaître sur les statues d'Athéna ou dans les représentations de ce fameux bouclier. Persée, ayant fait sa mission, ayant accompli, on va dire, sa mission, ayant délivré sa mère, entre guillemets, il part ensuite pour Argos et, alors, je ne mets pas les circonstances parce que ce n'est pas et puis bon, ce n'est pas forcément bien décrit par les historiens. Et les historiens rapportent que ce dernier aurait tué son grand-père de façon assez involontaire. Comment? J'ai pas réussi à savoir comment. Par la suite, lui et sa femme s'installent à Tyrante et plus tard, ils vont fonder, on va dire, la ville de Mycène, ce qui va être, considéré comme Mycène. Le couple a plusieurs enfants, dont l'une des petites filles, on va dire bien plus tard, sera Alcmène, la mère d'Hercule. J'ai abrégé volontairement cette partie sur la vie de Persée post-Méduse parce que ce n'est pas tellement le sujet. Si vous voulez une vidéo sur Persée, demandez-la moi, n'hésitez pas. Mais j'ai voulu abréger ça parce que concrètement, ce n'est pas le sujet. Et surtout, même si ça en fait partie, ce n'est pas forcément, on va dire, ce sur quoi on s'intéresse dans cette vidéo. De ces deux mythes, de Persée et de Méduse, on peut en tirer plusieurs interprétations. La première que l'on peut faire est le fait que ça peut être lié au rite initiatique, et de l'autre, on peut y voir aussi une forme de transgression vis-à-vis de la société. Je m'explique petit à petit avec ça. Dans le cadre du mythe de la Méduse, on peut parler de rite initiatique par rapport à celui de Persée. En effet, Persée doit combattre Méduse afin de marquer en quelque sorte son passage d'adolescent turbulent à celui de l'âge adulte. Donc, si on retrouve cette thématique énormément dans toutes les mythes et légendes grecques, cette fameuse quête de quête dangereuse qui permet à un individu ou à un groupe d'individus, mais surtout à un individu à proprement parler, de pouvoir, on va dire, passer à une forme de stade d'enfant, d'adolescent un peu turbulent, à celui d'âge adulte, sage, mature, etc. La figure de Méduse, dans ce cas-ci, peut être vue, et même de façon générale, peut être vue comme une forme, on va dire, de manifestation des peurs, pas forcément des peurs de l'enfance, mais plus des peurs, on va dire, de façon générale, dans le sens où on a rendu l'apparence de la Méduse tellement grotesque, fantasmée, tout ce que vous voulez, que l'on peut se demander véritablement si ça n'est pas en lien avec certaines formes de peur que l'on peut ressentir quand on est encore un jeune et pas forcément, on va dire, un adulte. On l'a vu, cette notion, on va dire, de rite initiatique quand on a abordé la vidéo sur le cannibalisme et la férocité, que le rite initiatique n'était pas forcément toujours des quêtes à proprement parler, comme là par exemple, ça peut passer par des formes de rites magiques, ça peut passer par des compétitions sportives, ça peut passer par tout un tas de choses, mais c'est vrai que le thème récurrent, que ce soit dans le mythe de Persée ou d'ailleurs, c'est beaucoup, on va dire, les quêtes de combattre quelque chose, de combattre un monstre. Toujours est-il que le but de toutes ces quêtes, le but de tout ce qu'on peut voir comme une forme de rite initiatique, est le fait que là, le jeune garçon, surtout en l'occurrence, doit acquérir une forme de sagesse et de maturité qui permet de faire comprendre aux gens que maintenant il a atteint un âge adulte. Pour en revenir au mythe de la Méduse, on peut y voir plusieurs autres interprétations, hormis du fait que, oui, elle rentre dans le cadre d'un rite initiatique, mais on peut y attribuer aussi un cadre peut-être un peu plus poussé et un peu plus large. Pour Méduse, on peut la situer également dans un truc peut-être un peu poussé, mais où on peut éventuellement se dire pourquoi pas. On peut le situer dans la forme de la conservation de la vertu qu'une femme doit avoir avant son mariage. Quand je dis conservation de la vertu, ça veut dire la virginité. Et surtout, on va dire le respect du sacré, le respect surtout de la religion, le respect des coutumes, ce genre de choses. Par son viol et par la profanation d'un espace sacré, donc d'un temple, Méduse montre que, justement, elle a fait preuve de transgression volontaire ou pas,
à ces règles qui sont dans les codes de la société. Je rappelle, je l'ai expliqué tout à l'heure, enfin dans le mythe de Méduse, mais il est profondément interdit pour une femme d'accoucher, d'être violée, d'avoir des relations sexuelles dans un temple. C'est totalement interdit. Et là, dans son mythe, dans le mythe de Méduse à proprement parler, cette dernière a été violée dans un temple, alors que justement cela est proscrit totalement. Donc, il y a une autre forme de transgression des codes de la société, des codes, on va dire, religieux, et ça s'est traduit par une forme de marginalisation de Méduse en la transformant en monstre. Donc, on peut supposer, et je mets des hypothèses, que ça pouvait être le cas justement des femmes violées dans la Grèce antique et de façon générale. Les femmes violées, puisqu'elles ne sont plus vierges, puisqu'elles ont transgressé entre guillemets les codes de la société, étaient peut-être soit mises au banc de la société, soit elles incitaient une forme de peur, une forme de crainte, pour pas dire de déshonneur par rapport à leur situation. Le fait que Méduse ait été terrassée justement dans le cadre d'un rite initiatique, pas forcément dans ce chose-là, mais le fait qu'elle ait été terrassée par Persée peut être vu aussi comme une forme de rétablissement de l'ordre de la société, dans le sens où l'impureté qui a été commise est en fait maintenant a totalement disparu et tout redevient normal. Méduse peut être également vue dans une certaine forme de mesure comme une traduction également d'une forme de peur, comme je vous l'expliquais, mais aussi de férocité et de sauvagerie, comme on a pu le voir par rapport au rite du cannibalisme, qui était justement un signe de férocité, de sauvagerie. Mais là, on peut dire que c'est peut-être un peu aussi la même chose, car son aspect, on va dire, un peu monstrueux, fait que cette créature inspire la peur et a un caractère féroce et sauvage, et donc est au banc de la société par rapport au fait que ce n'est pas une créature civilisée, et donc une créature qui est autrement dit primitive. On peut faire plusieurs interprétations de ce mythe, du mythe de Méduse à proprement parler, Persée mis à part, mais c'est vrai qu'on peut, et de façon, on va dire, peut-être un peu plus poussée, imaginer plusieurs hypothèses, plusieurs possibilités de recherche ou plusieurs possibilités mais il peut y avoir plusieurs interprétations. Méduse et Persée, dans une certaine mesure, sont deux héros, deux personnages plutôt très représentés dans notre société. Par ce côté féroce et par ce côté primitif qu'on attribue à Méduse et par ce côté extrêmement héroïque qu'on va retrouver chez Persée, cela va susciter une forme presque de fantasme dans la culture populaire. On retrouve ces deux personnages dans énormément de représentations de la culture populaire de nos jours. Vous retrouvez Persée et Méduse dans de nombreux films, dans de nombreuses séries. On peut citer par exemple Percy Jackson, qui justement avec la Méduse qui est jouée par Uma Thurman. Par exemple, on peut parler de ça. On peut parler aussi du film du Choc des Titans, où on la retrouve également. On retrouve toujours, on va dire, la Méduse un peu partout. On la retrouve dans des dessins animés également. On va la retrouver dans des dessins animés comme Mythologie, les gardiens de la légende, pour ceux qui ont connu. On va la retrouver dans l'Odyssée, le dessin animé l'Odyssée. Mais on va la retrouver dans tout un tas, on va dire, dans tout un tas de représentations, les Gorgones également, mais on va leur attribuer quelque chose de beaucoup plus humain, dans le but, dans certaines mesures, dans le but de les humaniser un peu plus et de justement avoir une autre image de Méduse. Toutefois, il ne faut pas oublier que ça reste de la fiction et que les représentations de l'époque étaient tout autres. Vous retrouvez également la Méduse dans des jeux vidéo, Age of Mythology en premier, vous la retrouvez également dans Heroes 3, vous la retrouvez dans toute la licence Heroes, vous la retrouvez dans beaucoup de représentations de notre culture populaire, ce qui fait que le mythe de Méduse, on le connaît sans le connaître, on voit comment était la Méduse sans la connaître, on a une idée de comment était Persée, on fantasme un peu, on lui donne d'un côté le caractère d'un jeune homme comme dans Percy Jackson, d'ailleurs qui justement et l'archétype type en fait du héros en quête dans une quête en plein rite initiatique. C'est ce qu'on peut en dire. Toutefois, ce qu'on peut dire également, c'est que le mythe de la Méduse et en parallèle le mythe de Persée sont, on va dire, des mythes que l'on connaît. Ce sont des mythes qui sont très ancrés dans la culture commune, sans pour autant, on va dire, connaître les détails, sans pour autant, on va dire,
approfondir la chose. Et là, c'est vrai que la documentation est peut-être beaucoup plus riche du côté de Persée que de Méduse. Et j'ai trouvé ça fortement étonnant en faisant mes recherches qu'il n'y ait pas plus, on va dire, de choses comme ça, plus de travail qui a été fait sur le mythe de Méduse, à part dans les dictionnaires, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste relativement peut-être à creuser si vous êtes intéressé par la mythologie. À côté de ce côté, on va dire, très fantasmé de la culture populaire, certains mouvements féministes également font de Méduse une espèce de figure féministe représentant un peu, on va dire, ce que les femmes ont le droit de revendiquer. C'est une tendance qui se dessine notamment sur les réseaux sociaux et on en pense ce qu'on veut. Est-ce qu'une récupération de Méduse pour ce genre, on va dire, de combat est très approprié? J'ai envie de dire pourquoi pas, dans le sens où c'est une femme qui a été bafouée et qu'on a cherché à faire disparaître dans le but de rétablir un ordre donné. Mais encore une fois, ce genre de récupération, je vous invite à y faire très attention car ça peut être extrêmement perverti et très éloigné justement de ce qu'était vraiment le mythe de Méduse à la base. Et du coup, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a appris des choses. Je sais qu'il est un peu plus court que par rapport à d'habitude, mais j'avoue que les lacunes documentaires sont quand même relativement à marquer. Je ne voulais pas aller trop du côté de Persée parce que ce n'était pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'était vraiment la créature Méduse à proprement parler. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'aborder Persée quand on aborde Méduse. Et c'est très, très difficile parfois de faire la part des choses entre l'un et l'autre, sans on va dire gommer l'un pour mettre en avant l'autre. Donc c'est pas un sujet qui est extrêmement facile, mais je savais dans quoi je me lançais à peu près. Et surtout, j'ai dû revoir un peu mes techniques de recherche. Et il y a aussi ce côté très fantasmé également de Méduse, au sens où on lui attribue une histoire qui n'est pas la sienne. Et du coup, c'est très difficile de faire la part des choses par rapport à ce que on fantasme un peu de sa vie et de ce qui est, selon les historiens de l'époque, selon, on va dire, les sources, la réalité de la chose. J'espère que malgré tout, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous.